Merci en tout cas de votre venue. Comme je le disais à l'instant, sachez que pour ce webinaire de l'énergie, comme d'habitude, eh bien, ce webinaire sera enregistré. Il sera donc diffusé dans la semaine sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Il y aura évidemment un temps de questions-réponses qui vous sera consacré. Néanmoins, vous pouvez utiliser la conversation, le chat, pour d'emblée poser vos questions auxquelles nous répondrons ultérieurement. Et dès à présent, donc, je représente les intervenants avec Yves Taillandier, qui est notre vice-président délégué au réseau et par ailleurs adjoint au maire de Saint-Étienne-de-Montluc, Christelle Humski, directrice générale de TE44, et puis Claire Desforges, qui est responsable du service organisation et distribution de l'énergie, et Claire qui est en prise directe avec la problématique, la question qui nous anime ce soir. Merci encore de votre présence en ce temps presque estival. Au sommaire, eh bien, peut-être passer la parole d'abord à Yves Taillandier, puisqu'il est venu parmi nous. Il y aura évidemment présence de représentants d'Enedis, Pierre Boulic, et puis la DDTM vous prie d'excuser son absence. Pour autant, elle nous accompagne dans la réflexion autour de cette nouvelle organisation. Et d'ailleurs, vous serez amené, lors de la réunion habituelle que vous avez avec la DDTM au mois de juin, avec l'ensemble des services ADS, le sujet en fait, des raccordements électriques sera notamment abordé. Yves, je vous cède, Monsieur le Vice-président, la parole ce soir. Merci Isabelle. Désolé de ce petit ennui technique, mais bon, comme tu l'avais prédit, on en a eu un. Oui. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. On voit que ce webinaire intéresse beaucoup de monde, puisque au global des 2 sessions, nous aurons eu 140 personnes présentes. Vous rappelez que les évolutions qui vont vous être présentées relèvent d'un contexte réglementaire d'une part avec la loi APER de 2023, de décisions prises par Enedis au niveau national en 2024 et en 2025. Donc ça, c'est des éléments de contexte importants à rappeler. Que cette nouvelle procédure de raccordement électrique et d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet de multiples débats au sein de TE44, tant à l'intérieur des services qu'auprès des élus, et que finalement les élus au comité syndical l'ont voté à l'unanimité, en considérant que c'était la solution qu'il fallait absolument adopter. Après cette délibération, vous avez reçu de mémoire le 21 mars un courrier avec 2 documents qui vont vous être présentés. Un qui rappelle le parcours en 7 étapes d'un pétitionnaire. Donc Claire, tout à l'heure, vous le présentera de manière détaillée. Et puis un guide complet qui permet d'avoir l'ensemble des éléments relatifs au raccordement électrique et aux autorisations d'urbanisme. Bien entendu, après ces échanges et ces multiples débats qu'on a eus au sein de TE44, on est conscient que la procédure antérieure et la procédure actuelle va apporter des changements importants tant pour les pétitionnaires que pour les services urbanisme. C'est pour ça qu'au-delà des documents qu'on vous a envoyés et qui sont des documents que vous pourrez mettre à disposition des pétitionnaires, on a souhaité faire un webinaire pour vous expliquer de manière la plus claire possible ces évolutions et puis vous apporter l'ensemble des réponses ou j'espère la totalité de ce qui vous interroge encore aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire et je vais passer la parole à Claire. Il va vous... Ou à moi pour le sommaire. Ou à toi, Isabelle, je ne sais plus. C'est Isabelle qui va vous expliquer ça. Merci à tous. Merci, Monsieur le Vice-président. Au sommaire donc de ce webinaire, 6 questions. En particulier, on va s'interroger sur qui est concerné en ce qui concernant les raccordements électriques, bien évidemment. On va recadrer les choses. On va parler des incidences de l'évolution du financement des extensions du réseau électrique pour vous, mais aussi, comme l'a rappelé à l'instant Yves Taillandier, pour vos porteurs de projets, vos pétitionnaires. Les outils d'accompagnement des demandeurs de raccordement, ceux qui vous ont été adressés, et on y reviendra largement au cours de ce webinaire. Ce qui va changer pour vous, service instructeur, pour vos services instructeurs ou vous-même qui l'êtes. Et puis, on fera un gros plan également sur ce qui concerne les délais, les coûts, la maîtrise d'ouvrage,
dans la phase de réalisation du raccordement électrique. Enfin, une synthèse sous forme de à retenir, des contacts, et puis évidemment les questions-réponses. Donc pour la première partie de ce webinaire, c'est avec Christelle Umski, qui est concernée justement par les raccordements électriques. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Oui, Oui. Ok, merci. Donc, un petit panorama des acteurs aujourd'hui sur les raccordements électriques. Donc, on a en premier, évidemment, le demandeur du raccordement, et vous allez voir que c'est sur lui que va reposer un certain nombre de changements dans la nouvelle méthodologie qu'on va partager aujourd'hui. Le deuxième acteur, donc évidemment, c'est vous en tant que collectivité et en tant que service en charge de l'urbanisme pour délivrer les CUAU. Le troisième acteur, donc, c'est aujourd'hui Territoire d'énergie. Donc, à quel titre, en tant que propriétaire du réseau et autorité concédante de ces réseaux à Enedis? Parce que vous savez que, en tant qu'adhérent, vous nous avez confié il y a 80 ans à peu près, voilà, la propriété des réseaux et donc la gestion des réseaux, et que Enedis en assure l'exploitation, et nous, on a un contrat de concession qui nous lie avec Enedis. Et donc, on fait aussi une partie à ce titre des travaux de raccordement. Et puis le quatrième acteur, on l'a déjà cité, donc Enedis, exploitant du réseau et concessionnaire, qui est à nos côtés aujourd'hui, puisqu'en fait, les changements sont bien coordonnés entre nos deux entités. Et Enedis fait aussi, au-delà de l'exploitation, une partie de la MOA, des travaux de raccordement. Merci. Alors justement, on va parler, on est au cœur du sujet, l'évolution du financement des extensions du réseau électrique. Quelles sont les incidences et puis les causes aussi? Et c'est avec vous, Christelle Umski. Donc, comme l'a dit tout à l'heure notre vice-président Yves Taillandier, le premier déclencheur, on va dire, de cette évolution, c'est la loi APER du 10 mars 2023. Donc, la loi APER, toutes les communes et nous également l'avons beaucoup pratiquée, on va dire, avec les fameuses zones APER d'énergie renouvelable, mais elle avait aussi dans son corollaire une incidence sur les réseaux. Et donc, depuis cette loi APER, les extensions de réseaux électriques sont désormais financées par les porteurs de projets et non plus par les communes. Donc ça, c'est très important parce que ça va expliquer aujourd'hui pourquoi les rôles évoluent finalement dans toute la chaîne de demande de raccordement. Et donc, évidemment, ce n'est pas 100% à la charge du porteur, il y a toujours 40% du coût de raccordement qui est payé par le TURP, mais ils reviennent aujourd'hui au centre du sujet et non plus un financement par les communes. On peut avancer ? Voilà. Et donc, par rapport à ça, il n'y a plus d'intérêt pour une collectivité à connaître directement les coûts. C'est bien le porteur de projet qui doit être aux premières loges pour identifier les futurs coûts de son projet. Donc, on vous a cité là les articles de référence. Et donc, en conséquence de ce changement de financement, donc qui passe des collectivités aux demandeurs, TE44 et Enedis ont adapté leurs pratiques. Donc, le premier élément était bien, dès septembre 2023, l'arrêt du financement des extensions par les collectivités. Le deuxième élément de fait, à la suite, Enedis a choisi d'arrêter les chiffrages au CUAU, mais à l'échelle nationale, évidemment, il ne s'agit pas d'Enedis 44, c'est bien une décision nationale, et a choisi de mettre à disposition les outils qui vont bien, on va le voir tout de suite après. Et puis, en avril, on y est, Enedis donc arrête les études techniques au CUAU et de fait, en cascade, nous-mêmes au niveau TE44, on arrête les chiffrages au CUAU et donc ça va engendrer une mise à disposition d'informations pour le demandeur en particulier plutôt qu'une cascade de demandes. Donc on va gagner en efficacité, mais on a un vrai changement à mener tous ensemble pour accompagner ce demandeur. Donc on va le voir tout de suite après avec les conséquences à la fois côté de demandeur et de votre côté en tant que proximité des demandeurs, bien entendu. Ce qui est important à retenir, et je sais que sur l'ensemble des formulaires de raccordement, vous aviez cette question, il faut savoir que tout projet est raccordable. C'est-à-dire que Enedis et TE44 sont obligés de raccorder tout projet qui leur est soumis, mais avec plus ou moins de difficultés et donc avec un coût qui est plus ou moins élevé en fonction du contexte du demandeur par rapport au réseau existant à l'instant où il le demande. Donc c'est très important, c'est qu'on ne se pose pas la question c'est faisable ou pas, c'est toujours faisable, on est obligé de le faire, mais les conditions techniques varient d'un cas à l'autre.
Et Donc, donc, en le résumé, processus d'information sur le raccordement électrique. On avait 3 acteurs, donc le demandeur. Auparavant, le demandeur transmettait la demande au service instructeur, qui ensuite transmettait pour la partie électrique, hein, bien sûr. Vous avez évidemment l'ensemble du spectre des demandes liées à un projet. Donc, pour la partie électrique qui nous intéresse, on était en correspondance TE44 avec le service instructeur et on interpellait Enedis en fonction des sujets pour élaborer une solution complète et revenir vers vous avec la réponse et vous-même reveniez vers le demandeur. Donc c'était vraiment un jeu à 3 bandes, si vous me permettez l'expression. Dorénavant, on garde les mêmes acteurs, donc on a toujours le demandeur, mais on a vu qu'il est revenu au centre du sujet, puisque c'est lui qui va payer le financement à 60%. Et donc aujourd'hui, le demandeur peut toujours être accompagné par le service instructeur, mais il aura les moyens d'interpeller directement via les outils TE44 et Enedis à travers des outils mis à dispo. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, Enedis va nous présenter notamment son portail, et il a les moyens de connaître lui-même finalement les coûts que vont engendrer son projet. Donc c'est merci. important parce que on n'a plus une cascade d'acteurs, mais on a bien une sorte de parallélisme, et normalement, le demandeur devrait pouvoir être autonome. On va le voir ensemble tout de suite. Je laisse la parole à Claire, du coup. Merci Claire. Oui. Pour le gros plan sur les outils d'accompagnement, justement, ceux-là même dont il a été question tout à l'heure et que vous avez reçu par mail le 21 mars, justement. Alors, bonjour à tous. Donc, les outils dont on parle sont bien sûr sur notre site internet e44.fr, et c'est important de s'y référer puisqu'ils sont susceptibles d'évoluer à la marge. Donc, le premier outil est l'outil central, c'est la fiche qui s'appelle « Comment se raccorder au réseau électrique ». Donc, cette fiche reprend les 7 étapes du raccordement électrique. On va les voir ensemble, une par une. Donc, sachez que vous pouvez en imprimer certains exemplaires. On vous le recommande fortement pour qu'à l'accueil de la mairie, vos agents puissent le remettre aux personnes qui auraient des questions sur le sujet. Et nous vous demandons aussi de la joindre aux arrêtés CUAU, soit en pièce jointe, soit par le biais du lien Internet que vous pouvez inclure dans vos arrêtés. Donc, le lien Internet figure ici. Donc, on a une page dédiée sur l'urbanisme et les raccordements. Et donc, on va aller ensemble visiter cette page, si ma souris veut bien apparaître. La voici. Alors, on y va et vous allez me dire si vous arrivez à me suivre. L'Internet s'ouvre. Voilà, donc on se retrouve sur la page. Si vous descendez très légèrement, vous cliquez sur la fiche, là, le bouton violet, « Comment se raccorder au réseau électrique ?» et la voici. Donc, on va la parcourir parce que c'est important pour que vous ayez une petite initiation au sujet. Donc, ça commence par une petite introduction. Vous avez un projet de construction ou d'extension de bâtiment, d'habitation ou de local professionnel. Un raccordement au réseau public d'électricité demande du temps et peut avoir un coût non négligeable, un conseil anticipé. Donc, effectivement, on va reparler au long de ce webinaire des coûts et des délais. Donc, les 3 premières étapes peuvent avoir lieu avant de déposer la demande d'autorisation d'urbanisme. Et c'est fortement recommandé, comme indiqué ici. L'étape 1 consiste à évaluer la nature du futur raccordement pour savoir si c'est un simple branchement ou s'il y a nécessité de faire des travaux sur le réseau électrique pour le prolonger ou l'adapter au nouvel usager. Juste après, Enedis va nous montrer ce simulateur qui a maintenant quelques mois ou un an ou deux d'existence, qui commence à être très performant et à couvrir l'essentiel des cas qu'on peut rencontrer. Ensuite, l'étape 2, une fois que la personne sait si son raccordement est plus ou moins compliqué et a, dans la plupart des cas, une évaluation des coûts, elle est invitée dans la foulée, on va le voir, à créer déjà son dossier de demande de raccordement par anticipation sur le portail Enedis. Et ainsi d'être connu par les services d'Enedis et accompagné dans son projet le plus tôt possible, avant même d'avoir déposé sa demande de permis de construire.
L'étape 3, elle est obligatoire, c'est la demande d'autorisation d'urbanisme quand, bien sûr, il y a un projet de construction. Quand la construction est déjà construite et qu'il y a besoin d'un raccordement, typiquement pour électrifier une grange ou un garage, là, bien sûr, il n'y a pas de demande d'autorisation d'urbanisme. Donc là, nous sommes au recto de la fiche. J'attire votre attention sur deux petites mentions qui sont à droite de cette fiche. Un rappel donc du fait que le porteur de projet paye sa part à hauteur de 60% et un lien vers le guide. On y revient après. Le guide complet qui vient détailler chacune des 7 étapes et qui figure sur cette même page, hein, j'y reviens, mais en deuxième position ici. On n'aura pas le temps de le balayer ensemble, mais je vous invite à le parcourir pour connaître la structure et voir le type d'informations qu'on peut y trouver. Je passe au verso de la fiche, étapes 4, 5, 6 et 7. Donc, après avoir obtenu l'autorisation d'urbanisme, il faut finaliser sa demande de raccordement sur le portail Enedis avec des pièces obligatoires, la mention de la puissance électrique demandée, la copie de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme, le plan de masse, et aussi une notion de calendrier pour renseigner Enedis sur la maturité du projet et la date à laquelle on a besoin d'un raccordement. Tout ça toujours sur le portail Enedis qui va vous être montré juste après. Étape 5, alors là c'est l'étape la plus longue. En fait, le demandeur reçoit un devis, soit de la part d'Enedis, soit de la part de TE44, selon une répartition des travaux qui vous sera présentée après. Mais peu importe, il n'a pas besoin de savoir qui fera les travaux. Il reçoit un devis qu'il signe et ensuite on lance les études, les travaux. Ça peut prendre, donc on va le voir, 6 mois dans la plupart des cas, voire 1 an dans les cas les plus compliqués avec des travaux de réseau conséquents. Et à la fin de cette phase travaux, il reste 2 étapes avant que la personne puisse avoir l'électricité chez elle. L'étape 6, l'électricien doit avoir obtenu une attestation de conformité de l'installation électrique intérieure de la maison, par exemple, pour vérifier qu'elle est aux normes et qu'elle est sans danger. Et l'étape 7, souscrire un contrat de fourniture d'électricité. Et la personne pourra aller sur le petit lien rose à droite pour avoir le comparatif des différentes offres en vigueur, comparatif réalisé par le médiateur de l'énergie. Une fois que son fournisseur est choisi, c'est le fournisseur qui transmet la demande de mise en service du compteur à Enedis. Et Enedis qui finalement met le courant et met l'installation électrique de la personne sous tension. Vous voyez qu'à chaque étape de la fiche, il y a des liens, des QR codes. C'est-à-dire que si la fiche est imprimée en version papier à l'accueil de la mairie, la personne peut flasher les codes pour aller directement au bon endroit. Pour les personnes qui ont éventuellement des difficultés d'accès à Internet, un numéro de téléphone est disponible chez Enedis, hein, c'est le guichet accueil raccordement, dont le numéro figure ici en bas de la fiche. Donc normalement avec cette fiche, c'est le sésame pour ouvrir toutes les portes. Et c'est la seule chose à laquelle il faut se référer en tout temps. Une chose que je n'ai pas dite qui figure à nouveau sur cette fiche ici, n'oubliez pas le télécom, on y revient. N'oublions pas que le TE44 est aussi un acteur des réseaux, des infrastructures de génie civil pour le télécom et pour avoir la fibre chez soi, autant faire la demande en même temps. Donc, j'ai terminé la présentation de la fiche et je vais revenir au diaporama. Voilà, il a déjà 25 minutes derrière nous, encore un petit quart d'heure et on laissera la place aux questions. Le guide dont je vous ai parlé, avec pour information page 9 les coûts et page 23 les délais, on y revient juste après. Et le simulateur de raccordement. Et je laisse la parole à Enedis qui va vous en faire la démonstration à l'instant. Pierre? Bonjour à tous et à toutes. Merci Claire. Alors, comme Christelle Adamski l'a dit tout à l'heure, tout projet est raccordable au réseau électrique.
Pour autant, Enedis a développé il y a quelques années maintenant un outil qui est accessible à tous directement sur son portail collectivité ou client, qui permet d'avoir à n'importe quel moment de la vie d'un projet, d'avoir une estimation du coût du raccordement et du type de raccordement au réseau électrique. Donc cet outil, il est accessible pour les particuliers, les collectivités et les entreprises sur le portail Enedis. Donc il suffit de s'y connecter. Et puis en bas à gauche, là, vous avez un petit encadré que j'ai mis en orange. Et si vous cliquez dessus, vous avez l'accès au portail, au simulateur de raccordement. Donc, quand on clique dessus, si on passe au slide suivant, on peut lancer une simulation de raccordement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire, cette simulation, à n'importe quel moment de vie d'un projet. Donc, quand on clique dessus, ensuite, on va pouvoir choisir si c'est un raccordement en basse tension ou en haute tension. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un raccordement en basse tension. Donc, je clique sur raccordement en basse tension. On vient choisir l'adresse. Et une fois qu'on a choisi l'adresse, on peut positionner plus précisément l'endroit que l'on souhaite pour notre raccordement. Ensuite, si on clique, on définit s'il s'agit d'une installation en consommation, en production, ou les deux. Et puis, on définit la puissance de raccordement. Donc là, dans l'exemple, on a pris une installation de consommation uniquement et pour une puissance de 12 kVA. On a précisé que le terrain n'était pas viabilisé. Et puis là, on lance et on attend au maximum 5 secondes pour que la simulation se lance. Et ensuite, on a le résultat qui apparaît avec ici la solution de raccordement, donc qui est un raccordement simple pour une installation de 12 kVA. Et on a l'estimation du coût, donc 1 700 € toute TTC, qui est proposée ici. Sur cette page, on a également le lien vers la demande de raccordement, juste précédemment, si on souhaite, à cette étape-là, faire la demande de raccordement suivant. Mais encore une fois, on n'est pas obligé du tout. Cette simulation peut le faire à n'importe quel moment de vie d'un projet. Et puis si quelque part on souhaite encore aller plus loin, et puis on l'a vu là, en quelques clics, on a accès à l'estimation. Si on souhaite aller un petit peu plus loin, on peut modifier le tracé du réseau si on a connaissance de contraintes supplémentaires. Et auquel cas, la simulation s'actualise. Et donc là, on le voit, là, ça coûte 7 500 € pour une consommation. J'avais également modifié la puissance pour 36 kVA. Voilà en quelques mots et en quelques clics la simulation de raccordement qui vous est proposée. Merci Pierre. Donc, ce simulateur est accessible à vos services s'ils sont curieux de faire l'exercice par eux-mêmes sur une adresse en particulier. Il est accessible aussi aux demandeurs, qu'ils soient donc des porteurs de projets d'habitation ou des entreprises. Donc, vous retrouverez dans les supports qu'on mettra à votre disposition ce petit mémo pour vous rappeler que TE44 propose aussi de viabiliser les parcelles en télécom, en construisant des infrastructures souterraines, des fourreaux ou des chambres, avec l'objectif de coordonner les travaux avec l'électricité et ainsi de limiter les coûts. Donc, sur notre site internet, toujours à la même adresse que précédemment, et c'est remis sur la fiche en cette étape, le porteur peut aller télécharger le formulaire pour nous demander cette viabilisation télécom. Merci Claire pour cette précision et du coup, vous allez reprendre la parole puisque la question c'est qu'est-ce qui change désormais pour les services instructeurs de nos différentes collectivités? Alors effectivement, pour vous, donc 2 diapos. Au stade de l'instruction des certificats d'urbanisme, des déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager. Qu'est-ce qui se passait avant? On l'a dit, votre collectivité saisissait TE44 pour connaître la nature du raccordement, si c'était un simple branchement ou des travaux sur le réseau, et le coût estimatif. TE44 saisissait Enedis, puis rendait un avis à la collectivité et la collectivité transmettait son avis au demandeur. Désormais, la collectivité va délivrer un certificat d'urbanisme ou un arrêté d'autorisation d'urbanisme
sans avoir besoin de consulter ni TE44 ni Enedis. Parce que, effectivement, la personne devient autonome sur cette question du raccordement électrique. Votre collectivité, néanmoins, reste la porte d'entrée pour les demandeurs. Donc, on vous demande de leur apporter simplement la première information qui consiste à leur remettre la fiche ou le lien vers la fiche et leur porter à connaissance l'existence de cette fiche et des informations que mettent à disposition TE44 et Enedis. La première information, donc, à nouveau, c'est un résumé, c'est la fiche en 7 étapes à mettre à disposition à l'accueil de la mairie, y faire référence dans l'arrêté d'urbanisme et à le télécharger sur le site te44.fr. Cette fiche se rapporte au guide qui est téléchargeable au même endroit et le guide vise aussi le formulaire de viabilisation télécom. La fiche est aussi le sésame vers le simulateur de raccordement d'Enedis dont on vient de voir la démonstration. Donc avec la fiche, vous avez accès à 4 outils directement. Le demandeur, en fait, a d'un seul coup accès à 4 outils pour avoir une information complète. Donc une information, un parcours, des outils, d'information justement. Et la question, qui se pose aussi, c'est, quand on passe en phase de réalisation, du raccordement électrique, quels sont les délais? Quels sont les coûts? Qui a la maîtrise d'ouvrage? Autrement dit, qui fait quoi? Est-ce qu'on peut, défricher, cette problématique-là, Claire, s'il vous plaît? Oui, alors ce sera donc rapide, je l'ai évoqué. Les délais indicatifs pour raccorder un particulier ou une petite entreprise sur une petite puissance, donc inférieure ou égale à 36 kVA, comptez 6 mois. S'il n'y a pas d'ajout ni de modification de poste électrique, ça représente 3 mois d'études et de démarches administratives, notamment les servitudes et la vérification de l'état des réseaux avant de creuser, et 3 mois de travaux en tant que tels. Donc, avec 6 mois, normalement, la personne, elle peut avoir l'électricité chez elle. Néanmoins, pour les cas les plus compliqués, donc prolongement de réseau avec ajout ou modification de poste électrique, il vaut mieux compter 12 mois puisqu'il faut s'approvisionner en matériel, c'est plus compliqué. Le mot d'ordre, effectivement, c'est d'anticiper. D'où, sur la fiche, je vous rappelle les étapes 1 et 2 qui sont facultatives, mais qu'on encourage les gens à faire avant leur demande de raccordement. Les coûts à prévoir. Donc, Enedis et TE44 ont des barèmes distincts, mais néanmoins très proches. Donc, les ordres de grandeur qu'on vous présente là et qui sont repris dans le guide sont les mêmes quelle que soit finalement l'entité qui réalise les travaux. Donc, les participations à charge du demandeur, qui représentent 60% du coût, sont affichées ici comme des ordres de grandeur à titre indicatif en euros TTC. Le branchement complet, c'est 1 700 €. Si le branchement est fait en 2 étapes, d'abord la liaison jusqu'en limite de propriété, puis ensuite la pose du compteur, on est à 1 400 plus 500. S'il y a besoin de faire des travaux sur le réseau, et donc si le poste électrique existant est assez proche, dans un rayon de 250 mètres, on utilise un barème avec une part fixe de 1 800 € plus 76 € par mètre de réseau. Et si le poste est plus loin, alors là, on va sur une étude un peu plus complexe et on fait un devis plus détaillé. Voilà les ordres de grandeur à prévoir. Ensuite, une information, et ce sera la dernière avant la synthèse, qui fait quoi en termes de travaux? Alors, on a un contrat qui le prévoit. Donc, TE44 est responsable de l'alimentation électrique des zones d'aménagement concerté en commune rurale et Enedis en commune urbaine, au sens du fonds d'électrification, le FACÉ. TE44 s'occupe des lotissements publics lorsqu'Enedis s'occupe des lotissements privés. TE44 s'occupe des raccordements individuels, donc là on parle des projets d'un ou deux lots avec des petites puissances inférieures à 36 kVA lorsqu'il y a une extension, et TE44, lorsqu'on fait l'extension, nous faisons aussi la pose du compteur depuis le 1er janvier pour réduire le nombre d'intervenants sur les chantiers. Nous faisons aussi les extensions pour les bâtiments publics neufs
de puissance supérieure. Donc, pour les municipalités adhérentes, c'est nous qui sommes en charge des travaux à partir du moment où il y a une extension. Enedis, pour sa part, fait le reste, c'est-à-dire les raccordements de grande puissance avec extension, le logement collectif et les branchements simples. Voilà, un petit mot sur les panneaux photovoltaïques. Lorsque des panneaux doivent être posés sur un bâtiment neuf, pour une toute petite puissance, typiquement moins de 30 mètres carrés de panneaux, donc 6 kVA, c'est TE44 qui s'en charge. Lorsque c'est Enedis, lorsqu'il y a plus de panneaux, donc plus grande puissance, ou c'est un ajout de panneaux sur un bâtiment existant, c'est Enedis qui s'en charge. Et plus globalement, c'est Enedis qui est responsable du raccordement des producteurs d'électricité. Merci Claire. On va donc passer à la dernière partie, en tout cas du déroulé de cette présentation, c'est celle de la synthèse avec Christelle Hulski et des contacts, et ensuite, évidemment, viendra aux questions-réponses. Donc là, je résume finalement un petit peu la teneur du webinaire et après, on va pouvoir passer à la partie plus questions entre nous. Donc, il faut bien retenir que tout projet est raccordable, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est notre obligation à Enedis et TE44 de raccorder ces projets. Donc, sur votre rôle dans le sujet des raccordements électriques, la collectivité n'a donc plus besoin de consulter TE44 ou Enedis au stade de l'instruction d'urbanisme. On l'a vu tout à l'heure, dorénavant, les outils sont à disposition du demandeur. Donc, en revanche, évidemment, on ne néglige pas la gestion de changement. Et donc, vous aurez un rôle, et on a essayé de faire les documents les plus clairs possibles, les outils les plus clairs possibles, pour apporter un premier niveau d'information aux demandeurs, pour les router vers ces outils qui soient documentaires ou que ce soit le portail de raccordement Enedis. Donc, pour approfondir ce sujet, Claire l'a dit tout à l'heure, donc 3 séries, on va dire, une série de 3 documents pour la partie raccordement et l'outil de raccordement Enedis qui donne à l'instant T justement la situation par rapport au projet demandé. On vous recommande d'ailleurs par ailleurs de télécharger toujours la dernière version de ces 3 documents qui peuvent évoluer en fonction de la législation évidemment. Donc, pour terminer, vous les connaissez déjà sûrement, mais on vous les a rappelés, les 2 types de contacts. Donc, chez TE44, l'adresse que vous connaissez, c'est bien urbanisme.te44.enedis@te44.fr. Le téléphone et le nom de la responsable, Claire, qui nous a partagé ce webinaire aujourd'hui. Et puis, côté Enedis, vous avez votre interlocuteur territorial. Et on a rappelé là, mais il sera aussi dans les documents, l'adresse du portail de raccordement. Donc, je pense maintenant, Isabelle, qu'on peut passer aux questions. Absolument. Alors, il n'y a pas forcément de questions sur le chat. En revanche, peut-être y a-t-il des questions de votre part. Certains d'entre vous souhaitent-ils... voilà. Émile Laurent, pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez juste préciser la collectivité dont vous faites partie, s'il vous plaît? Oui. Et puis la parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça va? Oui, bien sûr, merci. Donc, Émilie Laurent, je suis responsable du service urbanisme pour la communauté de communes Estuaire-Essillon. J'avais 2 questions à vous poser suite à votre présentation. D'ailleurs, je vous remercie pour les éléments que vous nous avez présentés. Je m'interroge par rapport à l'application de l'article L111-11 du Code de l'urbanisme qui indique qu'une autorisation, un permis de construire ou un permis d'aménager ne peut pas être accordé si l'autorité compétente, donc pour nous ce qui nous concerne c'est le maire, n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics ces travaux doivent être exécutés. J'ai bien compris que là on était dans le cadre du Code de l'énergie et de la loi APER. Je sais qu'il y a une loi de ratification qui doit normalement mettre en cohérence le Code de l'urbanisme avec cette loi. Je ne crois pas aujourd'hui que cette loi soit passée. Donc, je m'interroge par rapport à l'article L111 et surtout à la responsabilité du maire qui signerait une autorisation d'urbanisme sans savoir dans quel délai les travaux vont être réalisés si jamais il y avait un recours contre l'autorisation. Oui. Ça, c'est ma première question. Oui, très bien.
Donc, on a bien connaissance de cet article. Le, le code de l'énergie et le code de l'urbanisme sont aujourd'hui non homogènes sur la question de qui paye quoi. Néanmoins, s'il y a modification du code de l'urbanisme, ça m'étonnerait que cet article soit modifié, en tout cas à court terme. Nous, de nos recherches avec Enedis et avec la DDTM en appui, et on vous transmettra les références juridiques. Comme Enedis et TE44 sont dans l'obligation de raccorder tout projet, finalement, c'est une réponse à cet article L111-11. Quant à la question des délais, nous sommes en mesure de vous donner des délais indicatifs. Bien sûr, les aléas de chantier, c'est toujours le cas. Jusqu'à présent, d'ailleurs, dans nos avis, on indiquait un délai qui pouvait aller de 4 mois à 1 an. Ça arrive qu'il y ait effectivement des surprises au cours d'un chantier. Et donc, à ma connaissance, il n'y a jamais de recours sur le délai de réalisation des travaux réels par rapport au délai annoncé. En fait, une fois que le devis est signé par la personne, le devis études et travaux, il y a un chargé d'affaires qui prend contact avec le porteur de projet et qui là regarde le planning en détail. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on est capable de prévoir une date de réalisation. Voilà. Auparavant, au stade du permis de construire, on ne peut rien engager puisque c'est vraiment la demande de raccordement qui fait foi pour lancer le processus de raccordement. Alors, dans ces cas-là, pour qu'on soit dans les clous par rapport à cet article, est-ce qu'on doit ajouter dans les autorisations d'urbanisme ce délai indicatif, alors pas en article, hein, en observation par exemple, pour dire que à partir du moment où la demande est formulée par le pétitionnaire, les délais de réalisation ou de raccordement sont en moyenne de 1 an, j'en sais rien, ou de... Oui, Enfin, c'est possible. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez reçu le 1er avril un courrier de ma part avec une proposition de oui, mention type que vous pourriez inclure dans oui, vos arrêtés, qui fait référence à notre site internet et au guide. Et donc, dans le guide, les délais sont indiqués. Mais vous pouvez aussi choisir de le mettre en toutes lettres comme un délai indicatif de d'accord, l'ordre d'1 an. Comme ça, vous êtes couvert, effectivement. d'accord, ok. Très bien. Et donc j'avais une deuxième question. C'était cette fois-ci concernant l'article L410-1 du Code de l'urbanisme, toujours, concernant le certificat d'urbanisme, Oui, puisque le Code précise bien que en réponse au certificat d'urbanisme, on doit indiquer l'état des équipements publics existants ou prévus, et oui. donc tout type de réseau. Donc là, en l'occurrence, on ne pourra plus le préciser concernant l'électricité. Donc on ne Donc, répondra plus à l'obligation du code. en fait, nous, on considère que le simulateur de raccordement répond à cette question, puisque D'accord. il répond en fait directement à la personne en fonction de l'adresse du projet, s'il peut se brancher directement en simple branchement ou s'il y a besoin de travaux sur le réseau. Donc le simulateur, il vaut sur tout le territoire, donc toutes les adresses sont couvertes. Et donc, ce qu'on vous propose de répondre au stade du CU, c'est de renvoyer toujours vers cette fiche et vers ce simulateur, en précisant que tout projet peut être raccordé et que la personne obtiendra une estimation de la nature de la typologie de raccordement en se connectant sur le simulateur. D'accord. Merci, Merci. madame. Monsieur Duplessis avait également une Oui, bonjour, question, je vous en madame. prie. Oui, bonjour. Donc, Hubert Duplessis, maire d'Avessac. Je suis présent parce que l'agent en charge de l'urbanisme ne pouvait pas participer, donc je la remplace. Voilà. Moi, j'avais Merci. 2 questions beaucoup plus simples auxquelles on peut être confronté. Vous dites que tout projet est accordable et raccordable, sauf que si c'est un projet qui ne passe pas par une déclaration d'urbanisme, vous nous
demander quand même notre accord ou voilà, au cas où le projet ne serait pas conforme à notre propre règlement d'urbanisme. Donc ça reste toujours valable. Il y aura toujours cette demande pour vérifier que c'est pas contraire à la règle, aux règles d'urbanisme de la commune. Et puis ma deuxième question, c'était par rapport, donc vous nous dites qu'il faut toujours joindre les derniers documents actualisés. Comment ça se passe? On a des alertes quand il y a un changement de document ou c'est à nous à chaque fois de télécharger la dernière version? On pourrait envisager de vous Ce serait notifier plus simple pour nous. Oui, Je pense que d'accord. ce serait plus simple pour nous parce qu'on va le télécharger, on l'aura dans nos stocks et on le joindra au document. Alors que si à chaque fois il faut repasser par le téléchargement, ça peut alourdir notre charge de travail. Oui, très bien. Ce qu'on va vous faire, c'est vous envoyer une notification si jamais on modifie la fiche dans Voilà. cette étape. Ouais. Le guide, en revanche, on ne vous conseille pas de l'imprimer parce que c'est Non. trop épais et c'est trop détaillé. Ouais. Et donc celui-là, il est toujours en téléchargement. Par contre, la Ouais. fiche, si vous en faites Mais quelques impressions voilà, la d'avance, fiche, d'abord parce qu'on a Ouais. toujours des instructions qui se font par papier, et puis même on l'a sur l'ordinateur et on le joint au dossier, ça nous simplifie la vie et c'est le document qu'il faut joindre au pétitionnaire. Oui, donc on le fera. C'est bien noté, on Merci. le fera. Et pour votre première question, je vous confirme bien que nous ne faisons aucun travaux de raccordement électrique sans l'accord de la mairie. Oui, Dans le doute, on s'enquiert on se retourne vers les oui, oui, services on est instructeurs pour habitué. vérifier. Voilà, donc Ouais, on on est continuera de habitué, le on faire. reçoit de temps en temps une demande pour vérifier. Oui, on continuera de le faire. Merci beaucoup, monsieur le maire. En espérant qu'on a bien répondu à vos questionnements, je pense. Tout à fait, il n'y a pas de problème, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Madame Aude Chasseriot de Grandlieu Communauté, madame, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette réunion. Donc, moi, je suis directrice de l'aménagement à Grandlieu Communauté. J'avais aussi deux petites questions sur votre présentation. Donc là, on a parlé des raccordements qui se rapportent beaucoup, je pense, à tout ce qui était dans le Code de l'urbanisme au titre du L332-15, les raccordements de particuliers, etc. Comment on articule ça, par contre, avec les projets urbains partenariaux ou les participations pour équipements publics exceptionnels, qui sont du coup un peu différents et qui nécessitent là par contre, ou est-ce que ça veut dire que ça, c'est des outils qu'on n'utilise plus du tout parce que normalement dans ces outils-là, on a l'obligation d'avoir un chiffrage, des extensions, etc. Alors effectivement, la notion d'équipement propre, normalement, disparaît. Et pour ce qui concerne les PUP, l'objectif des PUP, c'était de faire participer le porteur de projet au coût de raccordement. Or, d'office, la loi a changé. Il n'y a plus jamais de participation communale et toujours une participation du porteur de projet. Donc, l'exception du PUP, pour moi, elle tombe à l'eau. On n'a plus été sollicité sur ce genre de demande depuis la loi APER, hein. Donc, pour moi, c'est obsolète en fait. Mais Ok. peut-être que vous en avez une lecture différente de nous, mais Non, pas forcément. C'était juste une interrogation, effectivement, de comment on utilise, si on devait encore utiliser ces outils, en tout cas sur la partie électrique, quoi. non, parce que c'est des outils qui permettaient de mettre les projets à charge du demandeur. Or, désormais, c'est comme ça que ça se passe dans tous les cas. Ok. Et puis j'avais par contre une deuxième question, peut-être un petit peu plus complexe, sur la gestion dans les lotissements, notamment dans les parcs d'activités. Puisqu'on a une première autorisation d'urbanisme qui va être déposée par le lotisseur pour le permis d'aménager. Et le lotisseur a l'obligation de proposer un raccordement, enfin de proposer une viabilisation, notamment électrique. Par contre, c'est vrai que dans les parcs d'activité, on n'a pas forcément toujours, on ne sait pas exactement de quoi vont avoir besoin en termes de puissance les entreprises. Ce qui fait que dans un deuxième temps, on va avoir une entreprise qui arrive avec une demande de raccordement. Alors déjà aujourd'hui, on a des soucis pour évaluer les puissances et puis pour raccorder tout le monde, etc. Mais est-ce que justement dans vos réflexions, c'est des choses dans les outils que vous mettez en place, c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi et qui pourraient peut-être un peu nous aider sur ces sujets-là? C'est une bonne question et je vais peut-être solliciter Enedis pour m'aider à répondre.
puisque c'est eux qui s'occupent de la plupart de... Alors, parc d'activité, on a vu que ça dépend si c'est rural, urbain. Lotissement privé, c'est Enedis. Lotissement public, c'était E44. Je me lance sur une première réponse et Pierre, n'hésite pas à compléter. Effectivement, on a vu des cas où sur des zones d'activité, les entreprises avaient acheté un lot et s'attendaient à être accordé du jour au lendemain. Et en fait, ça a pris très longtemps parce que la puissance demandée était très élevée. Typiquement, une boulangerie avec un four. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher la puissance très loin. Il faut traverser des routes. Ça peut prendre des mois, voire plus d'un an. Donc, il faut être prudent et bien sensibiliser les entreprises qui arrivent sur cette zone d'activité à la nécessité de faire leur demande de raccordement anticipée, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et de demander à Enedis de faire des pré-études, alors qui peuvent être payantes pour une entreprise, qui sont gratuites pour les particuliers, et qui permettent de sécuriser leur raccordement électrique bien avant de déposer leur permis de construire. C'est très, très important de les sensibiliser à ça. L'anticipation, c'est le maître mot. Oui, mais par contre, moi je voyais aussi la question de la différence entre la responsabilité du lotisseur qui doit une viabilisation et la responsabilité du porteur de projet. Parce que du coup, là, comme il n'y a plus l'intervention de la collectivité sur, la question du raccordement, ce qui pouvait être le cas parfois avant sur des obligations, on mettait dans l'obligation, du permis d'aménager, par exemple, pour ajouter les obligations de raccordement. Là, on ne va plus en parler. Du coup, c'est là que, qu'on peut avoir un colotis qui arrive et qui dit: «Mais moi, mon lotisseur ne m'a pas mis, la puissance suffisante pour me raccorder». Comment ça se passe? En fait, je vois pas ce qui change parce que le processus qu'on met en place, pour moi, ne complexifie pas la question. L'aménageur, il reste obligé de prévoir avec Enedis en amont la puissance suffisante quand il dimensionne le transformateur qui va alimenter la zone. Après, c'est une question de section de câble. Là, pour le coup, c'est quand même plus facile à prévoir. Et à la fin, c'est la puissance du compteur lui-même à la demande de raccordement. Enedis, Ouais. est-ce que Pierre, tu peux Non, me je suis demander? pas intervenu pour le coup parce que j'étais en phase avec ce que tu disais, Claire. Aujourd'hui, ce qu'on présente là aujourd'hui ne change pas la façon de gérer les raccordements des aménageurs et des lotisseurs. Si l'aménageur a mis à disposition un terrain sur lequel il prévoyait une puissance, bah, il s'est engagé à prévoir cette puissance. Je sais pas si je vois que Emmanuel est Oui, connecté aussi. Je sais pas s'il y a des points complémentaires à rajouter. oui, bonjour à tous. En fait, non, je rejoins hein, ce que vous avez déjà expliqué. En fait, au cas par cas, en concertation avec l'aménageur ou le promoteur, on va faire une étude électrique et on fait une proposition de solution technique et donc de raccordement. Si au cours du projet, et effectivement ça arrive assez régulièrement, il y a des évolutions du projet, donc en termes d'immeubles ou même effectivement quand on est sur des zones industrielles, on peut passer d'un raccordement basse tension à un raccordement haute tension. Bah, dans ce cas-là, on adapte le projet, on le modifie et on fait une nouvelle offre en fait aux demandeurs. Donc ça ne change pas par rapport aux évolutions là que l'on présente aujourd'hui. OK, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci monsieur Rollin de Enedis, hein, je le précise. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que certains d'entre vous, souhaitent, néanmoins, préciser un point qui n'aurait pas été, totalement clarifié? Heu, Encore une fois, hein, le chat, est aussi, à disposition. Et encore une fois, hein, le diaporama, le replay du webinaire, cette session ou la session précédente, je ne sais pas encore, seront, mis en ligne très prochainement. Sinon, moi, j'ai quelque chose à dire. Alors Claire, a quelque chose à dire et donc Claire, c'est à toi. Oui, s'il n'y a pas de questions, je me permets de souligner un point. On a beaucoup aujourd'hui de demandes de raccordement électrique pour des parcelles en second rideau suite à une division parcellaire.
Je voudrais vous sensibiliser au fait que le coffret de branchement doit toujours être positionné au niveau de l'accès principal à la parcelle. Donc, dans la phrase type que je vous ai envoyée le 1er avril, et si vous ne l'avez pas reçue, merci de me le dire, on précise ce point que le raccordement électrique est assujetti à l'établissement d'une servitude de réseau sur le chemin d'accès à la parcelle. Ça, c'est important de le dire parce que ça concerne beaucoup de cas. Madame Bayeul, Stéphanie Bayeul, vous souhaitez intervenir par écrit ou par oral? Il n'y a pas de problème pour prendre le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est parfait. Oui, parfait. Bon. Bonsoir. Concernant, oui, les mails du 1er avril sur les petites phrases à mettre dans les arrêtés, moi, je n'ai rien reçu. D'accord. Quelle est votre collectivité, madame? On vérifie. Saint-Malo-de-Guersac, excusez-moi. Saint-Malo-de-Guersac? Oui. D'accord. Dans le 44. Oui. À côté de Saint-Nazaire. Oui, on n'a que des communes du 44. Oui, bah oui, je suis bête, moi. Mais non. Mais non. Excusez-moi. Non. Vous avez... Donc, on va vous la faire parvenir, effectivement, si vous ne l'avez pas reçue. Si c'est possible de nous donner votre mail dans la conversation, ça nous permettra d'être sûr d'avoir la bonne adresse. Je vous la tape tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Vous allez avoir dans le fichier d'inscription. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Il est 18h24, malgré mon retard lié à mes ennuis techniques. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose un petit mot de conclusion avec vous, Yves Taillandier. Oui. On a vu aussi pour Guérande et Cap-Atlantique. Il y avait D'accord. d'autres collectivités qui n'avaient pas reçu. D'accord. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans la conversation, on vous fait parvenir la phrase type. Très bien. Merci. C'est à vous aussi. Merci. C'est l'heure. Merci Isabelle. Bien, remerciements aux participants. Je pense que c'est important que les collectivités, les services instructeurs soient là, les élus soient là pour ce changement de procédure. Remerciements à Enedis qui nous a fait la démonstration de son simulateur et a répondu en confirmant un certain nombre de questions. Et puis remerciements aussi au service de TE44. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions, qu'aujourd'hui la procédure est claire. Si vous avez encore des doutes, vous avez l'adresse mail de Claire Desforges qui pourra vous répondre. N'hésitez pas à re-questionner s'il y a quelques interrogations de nouveau. Et puis donc, on est à votre service pour toutes les interrogations et Enedis aussi, puisqu'il y aura forcément des cas particuliers, on en a vu quelques-uns. Et donc, c'est légitime que vous puissiez vous poser quelques questions avec cette modification de procédure qui, je le rappelle, a fait l'objet de beaucoup de débats en interne autour des élus de TE44 et qui nous semble aujourd'hui être la solution la plus adaptée aux évolutions réglementaires qu'on a pu voir tout à l'heure. Merci de votre participation et à très bientôt pour d'autres sujets, parce qu'il y aura d'autres sujets forcément à TE44 qui touchent l'ensemble de vos collectivités. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.